Donc, je vais vous parler d'histoire de l'astronomie, moi, aujourd'hui. Je vais vous parler de la révolution scientifique de l'astronomie, cette période au XVIe, XVIIe siècle, qui a vu le passage d'une astronomie, d'une façon d'aborder l'astronomie, d'une façon de voir le cosmos, à une autre, celle qu'on a maintenant, qui s'est bien sûr élaborée au cours des siècles après, mais c'est vraiment la transition qui s'est passée. C'est ce qu'on appelle la révolution copernicienne, c'est-à-dire que c'est Copernic. Vous avez déjà entendu parler de Copernic ? Oui. Eh ben, on va en reparler cette fois. Donc, alors le cosmos, comme il était vu par les savants de l'époque avant Copernic, il n'était pas du tout le même que le cosmos comme on l'imagine maintenant. Alors déjà, la physique n'était pas du tout la même. Alors je mets quelques personnages clés dans cette histoire. Donc pour la physique, je mets Aristote et Archimède, qui sont deux grands physiciens et savants en général, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de subdivision. Les connaissances n'étaient pas si immenses qu'aujourd'hui. Un seul savant pouvait embrasser à peu près toutes les sciences. Donc Aristote et Archimède, au IVe et au IIIe siècle avant Jésus-Christ. L'astronomie, on avait encore Aristote, Aristarque, Ératosthène, Hipparque, c'est de grands astronomes de l'époque grecque antique, avant notre ère, qui ont fait des travaux. Donc ces astronomes ont fait des tas d'observations. La plupart des gens ne savent pas, par exemple, comme aujourd'hui on entend parler des gens pas très évolués qui croient que la Terre est plate, par exemple. Les Grecs antiques, je parle d'avant Jésus-Christ, 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ, savaient déjà que la Terre était ronde. Non seulement ils savaient que la Terre était ronde, mais ils savaient la taille. Ils l'avaient mesurée avec des méthodes géométriques. Ils avaient réussi à déterminer la forme et les dimensions de la Terre. Et elles étaient, quand on compare avec ce qu'on sait aujourd'hui, elles n'étaient pas idiotes du tout. Donc ces gens, donc Aristarque, Ératosthène, Hipparque, ont beaucoup contribué à faire avancer la connaissance de notre environnement très proche, parce que la Lune, évidemment, c'est notre environnement très proche dans le cosmos. C'est tout petit, mais à l'époque, c'est énorme. Ils connaissent aussi la distance de la Lune, ils connaissent aussi la taille de la Lune. Alors là encore, je ne peux pas rentrer dans les détails de comment ils faisaient, si vous avez des questions, on pourra en discuter, mais ils connaissaient, avec une précision pas gigantesque, mais pas mauvaise, la dimension de la Lune, la dimension et la distance de la Lune. Ils savaient que le Soleil était beaucoup plus loin que la Lune. La valeur, ils ne l'avaient pas, parce que là, ça commence à devenir plus compliqué, mais ils le savaient. Alors, au début de notre ère, là on est à 150 après Jésus-Christ, il y a un grand savant grec qui habite à Alexandrie, qui s'appelle Ptolémée, qui va faire une synthèse de tous ses travaux. Donc il va synthétiser, faire un résumé en ajoutant ses propres travaux. Et c'est le livre qui va en sortir, qui s'appelle Mathematica Syntaxis, va devenir la référence pendant près de 1500 ans. C'est-à-dire qu'on ne va quasiment plus rien toucher, ou alors juste affiner des résultats qu'il avait posés. Alors, ce n'est pas directement qui nous est parvenu, cet ouvrage, c'est les scientifiques arabes, donc toutes ces idées helléniques, donc grecques, pendant le Moyen-Âge, sont récupérées par les savants arabes qui les développent, et c'est par eux qu'elles arrivent en Occident, dans nos contrées à nous. Toujours est-il que ce livre-là, qui après a été renommé d'un nom arabe, que je ne me rappelle même plus l'étymologie, qui s'appelle l'Almageste, c'est la référence en Occident pendant des siècles. Alors dans ce cosmos, la Terre est immobile au centre. Le cosmos est fermé, la Terre est au centre et ne bouge pas. Alors nous, on sait que la Terre tourne autour du Soleil, mais ce n'est pas du tout évident. Parce que avant de comprendre ce que c'est que le mouvement, la nature du mouvement, on a l'impression que quand on bouge, on doit le sentir. Or, ce n'est pas vrai. Quand on bouge à une vitesse constante, on ne sent pas le déplacement. Si vous êtes dans un train qui oscille pas trop, si le train était parfaitement lisse, les rails parfaitement lisses, et que vous avanciez à 300 km/h, vous ne vous rendez pas compte que vous avancez à 300 km/h. La vitesse, vous ne la ressentez pas. L'accélération, vous la ressentez. Mais la vitesse, vous ne la ressentez pas. Mais ça, c'était une notion qui n'était pas du tout évidente. Donc, on pensait que la Terre était fixe
et que c'était le reste qui tournait autour. Le monde est constitué, alors ça c'est le côté astronomique, mais le monde physique est constitué de 4 éléments. L'eau, la terre, l'air, le feu. C'est 4 éléments qui composent tout le reste. Bon, évidemment, pour nous c'est complètement absurde, mais c'était la base de la physique de l'époque. Alors les seuls mouvements naturels, c'est-à-dire ceux qu'on ne force pas, sont des mouvements ou rectilignes ou circulaires. Dans le monde qu'ils appelaient le monde sublunaire, c'est-à-dire en dessous de la Lune, la Terre en fait, un monde qui évolue, c'est-à-dire qui change d'un jour à l'autre, qui n'est pas toujours le même, les mouvements sont rectilignes vers le bas ou vers le haut. Donc c'est-à-dire que si vous prenez un des 4 éléments, l'eau, la terre, vous le lâchez, ça tombe. L'air, le feu, ça monte. Donc c'est des mouvements rectilignes. Tant qu'on ne les pousse pas, tant qu'on n'influe pas sur eux, les mouvements naturels, pour eux, sont rectilignes, en haut, en bas. Et dans le cosmos, qui est considéré comme permanent, donc tout ce qui est au-dessus de la Terre, les mouvements sont circulaires. C'est-à-dire que tous les mouvements sont des compositions de cercles. Alors, les instruments de l'astronomie ancienne, de l'Antiquité presque jusqu'au XIXe siècle, c'est que des instruments de mesure d'angle. C'est-à-dire que là, ici, vous voyez par exemple un espèce de rapporteur, là, avec une règle qui peut coulisser sur le rapporteur, et vous voyez ici des petites fentes. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de lunettes. Donc on posait l'instrument, on regardait à travers la fente, à travers la deuxième fente, et quand une étoile était exactement alignée avec ces 2 fentes, on mesurait l'angle et on disait, voilà l'angle qu'elle fait avec l'horizontale. Et on mesurait, comme ça, les angles que font les étoiles entre elles et par rapport à l'horizon, et ça permettait de faire des catalogues d'étoiles, ça permettait de suivre les planètes, de voir que les planètes bougent par rapport aux étoiles, on va le voir tout à l'heure, et c'est des instruments de ce genre-là. Alors ils pouvaient avoir des formes diverses, et ça c'est un grand instrument du même genre, un quart de cercle, construit par un astronome dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelait Tycho Brahe, qui lui est beaucoup plus tardif, qui est du XVIe siècle. C'est un très grand cercle. Là, vous voyez un bonhomme à côté. Plus le cercle est grand et gradué finement, plus la précision sur vos angles est grande. Donc tout ce qu'on faisait en astronomie à cette époque-là, et comme je vous disais jusqu'au XIXe siècle, c'était mesurer des angles. Oui, j'entends. C'est quoi le nom de ces instruments? Pardon? Le nom de ces instruments? C'est des quarts de cercle. Ceux-là, c'est des quarts de cercle. Ou celui-ci, on l'appelle aussi cadran. Mais c'était des cadrans, des sextants, des octants, c'est des cercles coupés, une fraction de cercle, en fait, gradués, avec un instrument de visée qui permettait de déterminer la hauteur ou la distance angulaire entre 2 étoiles ou entre une étoile et une planète. Alors voilà le cosmos, comme on l'imaginait à l'époque, la Terre au centre, la Lune qui tourne autour, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, et toutes les étoiles, juste après, qui forment une sphère un peu plus grande que la sphère de l'orbite de Saturne, et elles sont toutes là, et elles tournent autour de la Terre. Oui? Est-ce qu'on peut prendre une photo? Est-ce qu'on peut prendre une photo? Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais là, je vais changer de diapo, alors dépêche-toi si tu veux la prendre en photo. Bien. Donc voilà le cosmos de Ptolémée, et qui va durer jusqu'à Copernic. Donc à première vue, on peut imaginer un cosmos assez simple. La Terre strictement immobile, les étoiles sont fixes sur une sphère qui tourne autour de la Terre en une journée, et les planètes, en plus de cette rotation diurne, se déplacent par rapport aux étoiles. Alors qu'est-ce que c'est que le déplacement diurne? Si vous regardez le ciel pendant la nuit, vous allez avoir l'impression que tout le ciel tourne autour d'une étoile, qui est l'étoile polaire. Je fais une petite animation qui vous permet de voir ça. Là, j'ai fait sur un logiciel, j'ai reproduit le ciel toutes les minutes, donc pendant d'une minute à l'autre, vous voyez que tout tourne autour de cette étoile fixe, ici, qui est l'étoile polaire. Elle ne bouge pas, et toutes les autres étoiles, les planètes aussi, là c'est le Soleil, c'est la Vénus, Mercure, Saturne, tout ça tourne autour de l'étoile polaire. Alors en fait, nous on sait que c'est pas ça qui se passe, c'est la Terre qui tourne. Mais à l'époque, on considérait que la Terre était fixe, immobile, et que c'est toute la voûte céleste, pendant la nuit,
qui tourne autour de la Terre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement diurne, parce que c'est ce qui se passe pendant la journée. Donc si je relance mon animation, vous voyez que ça, c'est la Lune. Ça, c'est, je ne vois pas quelle planète c'est, mais c'est une planète. Tout l'ensemble est entraîné dans ce mouvement-là. Donc on a l'impression que si on observe pendant une nuit, on voit tout l'ensemble qui tourne. Alors évidemment, c'est accéléré, mais voilà ce qui se passe. Mais en fait, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que les mouvements des planètes sur la voûte céleste est plus complexe que ça. Si maintenant je fais une autre animation, donc l'animation que je vais... On te ramassera après. L'animation que je vais vous montrer maintenant, c'est encore la voûte céleste, mais au lieu de prendre une pause toutes les minutes, je fais une pause tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je regarde, j'attends pour faire la pause, pour prendre la prise de vue, que les étoiles soient revenues à la même dimension, qu'elles aient fait un tour complet autour d'étoiles polaires. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les étoiles fixes, puisque je me débrouille pour que, entre chaque pause, les étoiles soient au même endroit. La question, ça va être de regarder qu'est-ce qui arrive aux planètes. On va regarder ça. Et voilà. Donc ça, c'est le Soleil. Et les planètes, elles se baladent sur la voûte céleste. Donc là, vous en voyez une qui se déplace. Donc, comme je vous disais, les étoiles sont fixes, puisque d'un jour à l'autre, elles reviennent exactement à la même position. Mais tout l'ensemble du système solaire se déplace. Je relance l'animation. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, regardez par exemple Saturne et Jupiter. Elles avancent, et là, elles se mettent à reculer. Alors ça, c'est justement, et elles repartent en avant. Donc ça, c'est problématique. Parce que quand on commence à essayer d'interpréter ça, on ne peut pas dire, il suffit de mettre tout le monde sur un cercle, c'est-à-dire que les étoiles tournent toutes ensemble, et puis les planètes tournent, elles, chacune à leur vitesse différente, sur la voûte céleste. Parce que ce n'est pas tout bêtement un mouvement circulaire, c'est plus compliqué, elle repart en arrière et elle repart en avant. Donc ça, il va falloir essayer de le comprendre et de l'expliquer. Alors nous, maintenant, on sait pourquoi, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, mais le savant de l'époque, il doit essayer de trouver une façon d'expliquer avec ses idées de l'époque, et je vous rappelle que les idées de l'époque, c'est que tous les mouvements dans l'univers, dans le cosmos, sont des cercles. Donc, à partir de mouvements circulaires, est-ce qu'on peut reproduire ça? Donc, si on veut conserver la Terre au centre, il va falloir compliquer les choses. Alors, je vais vous montrer une nouvelle animation qui, cette fois, c'est une animation de principe où je vous ai mis ce que nous, on connaît à gauche, c'est-à-dire le Soleil, la Terre, Mars, je mets que le Soleil, la Terre et Mars, et je lance la rotation. Et de l'autre côté, à droite, vous allez voir la même chose, mais en supposant que c'est la Terre qui est au centre. D'accord? Et on va voir ce qu'on observe. Donc là, de ce côté-là, vous voyez tout bêtement chacune des planètes qui fait un cercle autour du Soleil. Mais si je dis maintenant que la Terre est au centre, on a l'impression que c'est le Soleil qui tourne, et Mars fait une trajectoire toute bizarre. Mais regardez bien, la position relative du Soleil, de la Terre et de Mars dans les deux animations, elle est exactement la même. Là, vous voyez, elles vont être alignées, ici aussi, elles vont être alignées. C'est juste que j'ai dit, c'est la Terre qui est fixe, et en supposant que la Terre est fixe, je dois dire que le Soleil tourne autour, et que Mars fait des boucles, comme ça. D'accord? Je relance pour que vous imprégniez bien de cette histoire. Voilà, regardez bien, les angles, Terre, Soleil, Mars, Terre, Soleil, Mars. C'est juste que j'ai supposé que c'était la Terre qui était au centre. Mais ça m'impose d'avoir une trajectoire toute bizarre pour Mars. Donc comment vont faire les Grecs pour arriver à faire ça rien qu'à partir de cercles? On va le voir tout de suite. Donc, ce qu'ils vont dire, c'est que la Terre
est au centre de l'univers, que les étoiles, elles ne tournent pas directement autour de la Terre, mais elles tournent sur un cercle qu'on appelle l'épicycle, et le centre de ce cercle, c'est lui qui tourne autour de la Terre selon un cercle. Donc si on fait ça, on arrive... Voilà. Eux, ils disent que Mars tourne comme ça. Elle tourne sur un épicycle, et c'est le centre de cet épicycle qui tourne autour de la Terre. Et maintenant, si je regarde, je décris la trajectoire que j'obtiens en faisant ça, ben je retrouve ma boucle. Donc l'avance et le retard de la Terre, de Mars par rapport à la Terre. Mais en fait, la vraie raison, quand on me demandait pourquoi elle retourne en arrière, c'est que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et les planètes aussi. Ce qui fait que quand la Terre rattrape Mars dans sa rotation, on la voit tourner dans un sens, et quand elle dépasse Mars, on voit Mars qui repart dans l'autre sens. Mais tout ça, c'est dû au fait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, que c'est toutes les planètes qui tournent autour du Soleil, et pas la Terre qui est fixe, et les étoiles qui sont fixes, et les planètes qui tournent autour. Mais à l'époque, comme on voulait absolument garder la Terre au centre, eh bien, il a fallu faire appel à cette espèce de combinaison bizarre qu'on appelle les épicycles. Alors ça se complique encore, parce que ça marchait bien au temps de Ptolémée, enfin au temps d'avant Ptolémée, mais Ptolémée, quand il commence à faire des mesures de plus en plus précises et à accumuler des mesures des autres de plus en plus précises, il se rend compte que ce système, même ce système-là, il ne marche pas, il n'arrive pas à expliquer exactement la position des planètes par rapport aux étoiles. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il change encore, il complique un petit peu le problème en disant que la Terre n'est pas au centre de ce cercle, mais qu'elle est elle est un petit peu décalée par rapport au cercle qu'on appelle le déférent, et que le point de rotation des planètes est décalé de l'autre côté. Alors ça, c'est compliqué, on se dit, oulala, mais d'où ça sort tout ça? C'est juste fait pour pouvoir conserver la planète Terre au centre de l'univers et expliquer tous les mouvements. Mais ce qu'on voit, c'est que pour y arriver, on est obligé de compliquer, parce que ça, c'est une des complications, mais ça s'est compliqué encore au cours du temps. Là, je vous montre une page de l'Almageste, qui est la synthèse arabe, donc, et le complément qu'ont fait les Arabes sur ce travail. Vous voyez le système, ici, c'est tous les cercles qui s'accumulent, qu'on est obligé d'accumuler les uns sur les autres pour arriver à expliquer la rotation des planètes autour de la Terre. Ça donnerait quoi si jamais on prenait cette rotation à droite, là? Ouais. Si jamais on la faisait en simulation comme... Eh ben, ça ferait, on arriverait à mieux expliquer les mouvements, parce qu'en fait, la raison pour laquelle ils font ça, c'est pas gratuit, hein. C'est parce qu'en améliorant les mesures, ils se rendent compte que les trajectoires ne marchent pas avec deux cercles. Donc ils rajoutent encore un cercle, puis encore un cercle sur le cercle. Donc, parce qu'en vrai, on va voir, le cosmos, c'est pas comme ça qu'il marche. Il y a plusieurs hypothèses qui sont fausses dans ce qu'ils font. Il n'y a pas seulement le fait que la Terre est au centre. Il y a plein d'hypothèses qui sont fausses. On va voir. Donc arrive Copernic. Donc Copernic, c'est le XVIe siècle. Donc Copernic, il naît en 1473, donc fin du XVe, 1543, milieu du XVIe. Donc voilà ses dates de naissance et de mort. En 1510, il écrit un manuscrit qui est anonyme, donc tout le monde sait que c'est lui qui l'a fait, qui s'appelle les Commentariolus, le nom est plus complet, où il expose l'idée que finalement, le Soleil, on ferait peut-être mieux de le placer au centre, ça simplifierait les choses. Donc il pose ses premières idées, et ça circule, mais ça circule que chez les savants, donc ça ne fait pas un bruit énorme. En 1540, un de ses disciples, un de ses étudiants, qui s'appelle Rhéticus, publie un bouquin qui s'appelle la Narratio Prima, ça veut dire première narration, premier compte-rendu des idées de Copernic. où il développe un petit peu plus. Et en 1543, l'année de sa mort, Copernic décide de publier un gros bouquin qui s'appelle De Revolutionibus, c'est un nom latin à rallonge, on l'appelle en général De Revolutionibus, où il donne toute sa théorie de l'héliocentrisme, qui veut dire soleil au centre. Il considère que ça va être le nouvel Almageste, c'est la nouvelle base de l'astronomie.
Alors voilà la page d'en-tête, et la figure célèbre, la toute première figure dans laquelle on représente le Soleil au centre, les planètes, la Terre qui tourne autour, avec la Lune qui tourne autour de la Terre, et les planètes, et toujours la sphère des étoiles. Alors, il n'y a plus besoin d'épicycle avec son système. Les grands épicycles, ces grands cercles qui tournent autour, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin des équences, cette histoire de séparer le centre de rotation, il n'y en a plus besoin non plus. On trouve que si on regarde la distance dans ce système des planètes au Soleil et on compare avec leur période de rotation, on voit qu'il y a une espèce de loi qui c'est pas du hasard. C'est-à-dire qu'il y a une loi sous-jacente. Copernic n'a pas trouvé cette loi, mais il voit qu'il y a quelque chose. Mais il y a un petit problème, c'est qu'il faut quand même conserver de petits épicycles. Ça, c'est un petit problème technique. Et la raison pour laquelle il est obligé de garder des petits cercles, quand même, qui tournent autour, c'est qu'il fait l'hypothèse, toujours, que les mouvements des planètes autour du Soleil sont des cercles. Là, il n'a pas réussi à passer outre cette idée. Or, ça, c'est pas vrai. Les planètes ne tournent pas sur des cercles, c'est presque des cercles, mais c'est des cercles un peu allongés, qu'on appelle une ellipse. Donc les trajectoires des planètes sont des ellipses, et pas des cercles. Ça, il ne l'a pas vu. Et il y a un autre problème, qui là est un problème philosophique, et qui va faire que beaucoup de savants de l'époque vont être contre cette théorie, c'est qu'on est obligé de supposer que la sphère des étoiles fixes est beaucoup plus loin que Saturne, qui est la planète la plus éloignée. Ça, on le dit pas assez. On pense que la révolution principale, ça a été de sortir la Terre du centre. C'est un peu vrai. Mais l'autre révolution, c'est que ça oblige à mettre les étoiles beaucoup plus loin. Alors pourquoi ? Je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi, encore par une animation. Alors je l'arrête au départ pour vous expliquer ce que je vous montre. Là, je mets la Terre au centre. Et je mets le Soleil qui tourne autour. Et ça représente la sphère de toutes les étoiles. J'en ai représenté 3. Et quand je regarde, j'imagine que je suis un astronome qui regarde la direction de 3 étoiles de la sphère des étoiles. Et qui mesure cet angle et qui mesure cet angle. C'est-à-dire l'angle que font ces 2 étoiles et l'angle que font les 2 autres étoiles. Évidemment, si la Terre est fixe, si la Terre est fixe et au centre, ces angles, ils n'ont pas de raison de changer. Donc voilà ce qui se passe. Le Soleil tourne autour de la Terre pendant l'année, et cet angle, là j'ai représenté la valeur de l'angle, il ne bouge pas. Normal. Maintenant, je dis, c'est pas le Soleil qui est au centre, mais c'est la Terre. Donc je décentre la Terre, et c'est la Terre qui tourne. Maintenant, vous voyez que là, la Terre s'approche des étoiles, et là, elle s'éloigne des étoiles. Donc les angles, ici, ils vont varier selon cette loi-là. Donc si les étoiles sont suffisamment proches de nous, on devrait voir les angles entre 2 étoiles et entre 2 autres étoiles varier au cours du temps. Ou alors, si on ne les voit pas varier, c'est qu'elles sont tellement loin que cette variation de distance est comme rien, et donc l'univers est énormément plus grand que ce qu'on croit. Et c'est ça la conséquence. C'est que c'est pas que le Soleil est au centre et que la Terre est au centre et que rien ne bouge, c'est que la Terre est décentrée, mais les étoiles ne bougent pas les unes par rapport aux autres parce qu'elles sont tellement loin que cet effet n'est pas visible avec les instruments de l'époque. Alors ça cause beaucoup de problèmes philosophiques parce que ça explose la dimension de l'univers. L'univers devient gigantesque. Et ça, c'est quelque chose auquel les gens n'étaient pas prêts à cette époque-là. Beaucoup de gens n'étaient pas prêts à cette époque-là. Et hop. Donc la première réaction, c'est que l'Église n'a pas été très très favorable à l'héliocentrisme, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais au début la réaction de l'Église, dans un premier temps, il n'y en a pas. Il n'y a pas de réaction de contestation de cette hypothèse, parce qu'il s'est passé ça. C'est qu'en 1543, le bouquin est mis sous presse dirigé par Rhéticus, comme je vous l'ai dit,
Mais il se trouve que Rheticus est appelé à Leipzig pour un autre travail, et c'est un autre étudiant de Copernic, Andreas Osiander, qui s'occupe de l'édition, et qui décide, alors que son maître de Copernic vient de mourir, il décide d'ajouter une préface qui dit que cette hypothèse de Terre qui tourne autour du Soleil, c'est juste un artifice mathématique pour que les mesures collent mieux, pour que les prévisions des positions des planètes dans le ciel soient meilleures, mais ce n'est pas une réalité physique. Alors là, quand on dit ça, il n'y a plus de problème. On dit c'est un artifice mathématique, c'est pas vraiment vrai, ça donne de meilleurs résultats, mais c'est pas vraiment vrai. Donc tout va bien, ça désamorce la bombe philosophique qu'il y a dedans, et entre 1543 et 1610, l'hypothèse héliocentrique est vue comme un artifice mathématique, et ça pose de problème à personne. Enfin, sauf à ceux qui y croient vraiment. Donc, je vais parler maintenant d'un autre astronome important de l'époque qui s'appelle Tycho Brahe. Donc Tycho Brahe, il est en 1546, donc 3 ans après la mort de Copernic, donc c'est la génération d'après. Lui, il est surtout connu pour avoir amélioré d'un facteur presque 10, même bien 10, la précision des mesures d'angle. Donc il est capable de mesurer des angles beaucoup plus petits avec ces gros quarts de cercle que je vous ai montré tout à l'heure. En plus, il bénéficie, grâce au roi du Danemark, qui connaît ses travaux et qui est un protecteur des sciences. Ce roi du Danemark décide de donner à Tycho Brahe rien d'autre qu'une île au large du Danemark, dans laquelle il a le droit de construire au prix qu'il veut un observatoire. Donc il construit un observatoire qui s'appelle Uraniborg en 1580, et il va faire des mesures pendant des années et des années et accumuler ces mesures, des positions des planètes par rapport aux étoiles, etc. Et il va en sortir des tables immenses. Et alors lui, comme il a amélioré la finesse des angles, il va essayer de voir si ce mouvement de déplacement des étoiles les unes par rapport aux autres existe ou pas. Et malgré le fait qu'il ait augmenté énormément la précision des mesures, il ne va pas le voir. Il ne va pas voir parce qu'il faut des instruments qui seront accessibles qu'à partir du 19e siècle pour arriver à voir ces mouvements-là. Donc lui, il dit, j'ai amélioré énormément la précision, on ne voit toujours pas de ce qu'on appelle la parallaxe, donc ce déplacement des étoiles, donc c'est que le système est faux, la Terre est bien au centre. Mais il se laisse tenter par le fait que les planètes tournent autour du Soleil, c'est mieux, c'est plus économique en termes d'hypothèse. Donc il invente un système intermédiaire où la Terre est au centre, la Lune tourne autour de la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre, mais toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Donc ça, si on réfléchit bien, c'est équivalent, au point de vue géométrique, à mettre le Soleil au centre. Mais ça garde la Terre au centre. Physiquement, ça ne se tient pas, mais géométriquement, ça marche. Ça ne va pas survivre très longtemps parce que la révolution copernicienne va vraiment prendre le pas quelques années après. Donc arrive un autre astronome, physicien fondamental dans l'histoire de l'astronomie, c'est Galilée. Alors Galilée, il fait de l'astronomie depuis un moment, il fait de la physique depuis un moment, et il va découvrir un instrument qui est apparu, ne sais pas lui qui l'a inventé, c'est un instrument de visée qui s'appelle la lunette avec des lentilles, qui est apparu en Hollande peu de temps avant, et il va l'améliorer, donc il va polir lui-même ses lentilles, il va faire des tas de lunettes astronomiques au cours de sa vie, en les améliorant petit à petit, et il va avoir l'idée de pointer vers le ciel pour voir qu'est-ce qu'on voit si on regarde grossi les astres. Et là, ça va vraiment révolutionner l'astronomie. Donc Galilée, c'est 1564-1642, c'est encore une génération après. Donc en 1610, il découvre pour la première fois des reliefs sur la Lune et des satellites de Jupiter. C'est-à-dire que, voilà des extraits de son livre. Donc ça, c'est un texte où il mentionne le fait que, quand il regarde Jupiter, donc là c'est le rond qui est reproduit ici, il voit des petits points autour, et d'un jour sur l'autre, ces petits points changent de position. Et il va comprendre que ces petits points, en fait, sont des satellites, donc ce sont des petites planètes qui tournent autour de Jupiter. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de doute, la Terre n'est pas le centre de tous les mouvements. Il y a d'autres corps qui sont centres de mouvement de rotation. Jupiter est centre d'un mouvement de rotation. Voilà, on commence à se dire, il y a un petit problème. Un autre problème, c'est que la Lune, on voyait qu'elle était irrégulière au point de vue couleur.
Mais quand vous regardez à l'œil nu, vous ne voyez pas de cratère, vous ne voyez pas de relief. Quand vous pointez une lunette dessus, vous voyez des reliefs, des montagnes, des cratères, des choses comme ça. Et l'idée de dire que dans le cosmos, tout était parfaitement circulaire, parfaitement sphérique, ben ça ne marche pas, parce que Saturne a des reliefs comme la Terre. Donc, elle a évolué, sans doute, comme la Terre. Donc ça pose des problèmes. En 1613, il observe aussi les taches solaires. Grâce à sa lunette, il peut voir que le Soleil, de temps en temps, a des taches dessus, donc il n'est pas parfait non plus. Et il voit les phases de Vénus. C'est-à-dire que comme la Lune, il se rend compte que Vénus a des phases. C'est-à-dire que, ça c'est une page de son bouquin, vous voyez que quand Vénus est en croissant très fin, elle apparaît grosse dans la lunette, et au fur et à mesure que la phase devient pleine Vénus, comme la pleine Lune, elle devient plus petite en apparence. Et ça s'explique comme ça. Vous regardez, la Terre est là, le Soleil est là, et Vénus tourne autour du Soleil. Donc quand Vénus est entre la Terre et Jupiter, quand Vénus est entre la Terre et le Soleil, elle est en croissant. Quand elle va se déplacer sur son orbite et s'éloigner, là vous voyez qu'elle est en quart de Vénus, et quand elle est pleine, c'est quand elle est de l'autre côté, éclairée par le Soleil. Donc la phase pleine, c'est quand elle est toute petite parce qu'elle est loin, et la phase croissant, c'est quand elle est proche. Donc ça s'explique en disant que Vénus tourne autour du Soleil. Donc Vénus ne tourne pas autour de la Terre, Vénus tourne autour du Soleil, il n'y a pas de doute. Donc là encore, on est obligé de mettre le Soleil au centre de ce mouvement-là. Alors il découvre aussi, alors ça c'est intéressant, il découvre que le Soleil tourne sur lui-même. Parce qu'il découvre ces taches solaires, et si on prend toutes les figures que Galilée a fait au cours du temps des taches solaires, et qu'on s'amuse à en faire une petite animation, on obtient ça. On voit que ça tourne. Vous avez vu? Alors évidemment, c'est pas... Il ne les faisait pas toutes les secondes, hein, c'est vu, il y a plusieurs jours entre plusieurs, donc ça saute un peu, mais ça, on peut dire que c'est le premier dessin animé, c'est le premier film, même presque, de l'histoire, puisque c'est la première fois qu'on voit le mouvement d'une étoile, c'est le Soleil. Et donc Galilée découvre que le Soleil, en plus, tourne sur lui-même. Donc en 1616, Galilée dit la Terre est vraiment pas au centre, c'est le Soleil qui est au centre, il le publie, et voilà, j'apporte des preuves physiques. Donc les preuves physiques, c'est pas vraiment des preuves, mais c'est des indices physiques assez forts. Et là, l'Église dit, là, on rigole plus, ça va plus. Maintenant, on dit qu'il y a des preuves du Soleil au centre. La religion, à l'époque, pour des raisons un peu bizarres, parce qu'il n'y avait pas de raison au départ, dit que le Soleil ne peut pas être au centre, c'est la Terre qui est immobile au centre de l'univers. Donc, tout ça, c'est contradictoire avec la Bible, donc c'est interdit. Donc, le livre est mis, De Revolutionibus, est mis à l'index. L'index, c'est la liste des livres qui sont interdits par l'Église. En 1632, donc quelques décennies après, Galilée publie ce qu'on appelle le dialogue sur deux systèmes du monde, où c'est deux personnages qui discutent. Il y en a un qui est pour le géocentrisme, donc la Terre au centre, et il passe un peu pour un bonnet, pour un idiot, et l'autre à côté, qui est plus savant, est pour le Soleil au centre. Donc ce dialogue ridiculise un peu, même carrément, ceux qui sont contre l'héliocentrisme. Et là, ça ne va pas du tout, parce que l'Église se sent en plus visée, le pape se sent visé personnellement, et Galilée est condamné. Il est condamné à dire que ce qu'il a dit était faux, il est obligé de se rétracter, parce que ce qu'il risque à l'époque, c'est d'être brûlé vif sur la place. C'est déjà arrivé à un autre, en 1600, il y a Giordano Bruno qui disait à peu près le même genre de choses, il ne s'est pas rétracté, il a été brûlé. Donc, on ne rigolait pas. Donc, à partir de là, il est condamné, il est obligé, on lui interdit de faire de l'astronomie, donc il bascule contrairement sur le côté physique, où il va faire beaucoup de mécanique, il va poser les bases de la mécanique moderne en 1638. Donc j'arrive à un autre astronome important qui s'appelle Kepler, Kepler à peu près contemporain de Galilée, quelques années de moins. Alors Kepler,
c'est le disciple de Tycho Brahe à la fin de la vie de Tycho Brahe. Tycho Brahe le langage, et quand Tycho Brahe meurt, Kepler hérite de toutes ces données, de toutes ces mesures. Mais la différence entre Kepler et Tycho Brahe, c'est que Kepler est un grand mathématicien. Donc il est capable de sortir des lois à partir des données qu'il a récupérées. Donc il pose, pour lui, en 1609, il écrit que le système est héliocentrique, mais que les planètes sont sur des orbites elliptiques, dont le Soleil est un des foyers. Je ne vous explique pas ce que c'est qu'un foyer d'une ellipse. Une ellipse, elle est définie pas seulement par son centre, mais par 2 points spéciaux qu'on appelle les foyers. Pardon ? Non, c'est les 2 points. En fait, une ellipse, elle est définie comme la courbe de points dont la somme des distances au foyer est constante. C'est-à-dire que si tu prends tous les points d'une ellipse et tu regardes la distance de ce point au premier foyer plus la distance au deuxième foyer, si tu prends un autre point de l'ellipse, cette distance reste égale tout le temps le long de l'ellipse. C'est un peu comme ça que, passé un temps, faisaient les jardiniers pour tracer des massifs elliptiques, des massifs ovales bien jolis. On prend une corde fixe, on la place sur 2 points, on met un bâton en tendant la corde et on déplace en gardant la corde tendue. Comme la taille de la corde reste constante, eh ben on dessine une ellipse. Et les 2 bâtons sont des foyers. Et dans la théorie de Kepler, qui est la réalité, le Soleil occupe un des foyers de l'ellipse. Donc il pose ça, et il pose une deuxième loi. Donc la première loi de Kepler, c'est que les orbites sont elliptiques et le Soleil est un des foyers. Et il pose une deuxième loi qui est la loi des airs, qui est un petit peu plus complexe, qui dit que la planète, dans sa rotation autour du Soleil, n'a pas une vitesse constante. Elle a une vitesse qui est plus grande quand elle est proche et plus faible quand elle est loin du Soleil. Ce qui fait que si on regarde la surface balayée, c'est-à-dire que cette surface rouge, dans le trajet balayée pendant le trajet de la planète sur l'orbite, et je regarde cette surface-là, si ces surfaces sont égales, l'arc parcouru est parcouru dans des temps égaux. Donc c'est la loi des airs, qui est une loi fondamentale, qui est une loi juste, absolument exacte, qui a été démontrée après. Je vous montrerai comment et par qui. Et c'est une première intuition du fait que la raison pour laquelle les planètes tournent autour du Soleil, c'est que le Soleil exerce une force centrée sur lui, qui est plus forte quand la planète est proche, qui explique pourquoi elle va plus vite, et qui est plus faible quand elle est loin, ce qui explique pourquoi elle va moins vite quand elle est plus loin. Donc c'est une première intuition d'une force centrale, mais il ne le pose pas comme ça. Et en 1618, il pose une troisième loi qui relie la dimension de l'ellipse. Donc A, c'est le demi-grand axe. C'est-à-dire si vous avez l'ellipse qui est allongée, vous regardez le centre jusqu'à l'extrémité de l'ellipse, ça c'est ce qu'on appelle A, le demi-grand axe. Et T, c'est la période de rotation en années. Donc A est exprimé en distance Terre-Soleil, c'est-à-dire qu'on prend comme unité le demi-grand axe de l'orbite de la Terre. Donc ça c'est l'unité. Et bien si on prend ces unités-là, le demi-grand axe de la Terre et l'année, A au cube divisé par T au carré est égal à 1. Et constant est égal à 1. Oui. T, c'est quoi ? T, c'est la période de rotation de la planète. C'est-à-dire que le temps qu'elle met pour faire un tour complet de son orbite. Et là, on retrouve nos données que Copernic avait vues qu'elles n'étaient pas au hasard. Si on met la loi, donc ça c'est la distance au Soleil et la période, si on met la loi de Kepler, ben, ça ne marche pas trop mal. Alors là-haut, ça ne marche pas tout à fait parce qu'en plus, il y a des perturbations, d'autres planètes après Saturne qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais dans l'ensemble, on voit que la loi trouvée par Kepler marche très bien. Donc Kepler, il a simplifié en 3 lois seulement. Tout le système des épicycles, des machins, des bidules, tout ça est résumé et plus juste, on le saura après, en 3 lois très simples. Et 3 lois très simples
qui n'ont plus besoin d'être améliorés tout le temps en rajoutant des épicycles au fur et à mesure que la précision augmente. On arrive à avoir une vision très complète et compacte du système solaire. Alors, on arrive au dernier savant dont je vais vous parler cette fois, c'est Newton, qui arrive encore une génération après, qui lui va expliquer, à partir de lois simples, il va expliquer les lois de Kepler. Et qu'il va comprendre que ces lois de Kepler sont valables dans le cosmos, mais c'est exactement les mêmes lois qui régissent les mouvements sur la Terre et tous les mouvements dans l'univers. Donc voilà Newton et son bouquin Principia Mathematica, très important. Donc la synthèse finale qui est due à Newton, la première chose, c'est la loi de la gravité universelle, qui est que la force exercée entre deux masses est proportionnelle aux masses. Donc ça, c'est une constante de la gravitation, on s'en fiche. Donc la masse du premier corps multipliée par la masse du deuxième corps, divisée par la distance entre les deux corps au carré. Ça, c'est la force de gravité, donc la force qu'exerce une masse sur une autre. Donc, ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la loi fondamentale de la dynamique. Alors ce signe-là, ça veut dire somme. Ça veut dire que la somme de toutes les forces qui agissent sur un objet est égale à la masse de cet objet multipliée par son accélération. C'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de la dynamique. Quand on utilise ces deux lois, plus tout un attirail mathématique qui s'appelle le calcul différentiel et intégral, que vous verrez plus tard au lycée, quand vous mixez tout ça, vous retrouvez les lois de Kepler et vous êtes capable de prédire absolument tous les mouvements du système solaire, les plus fins, du moment que vous tenez compte absolument de toutes les forces qui agissent. C'est-à-dire qu'au départ, on considère qu'il y a juste le Soleil qui agit sur les planètes. En fait, les planètes exercent des forces entre elles. Il faut tenir compte de l'ensemble. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais en se basant uniquement sur ces lois-là, on arrive à décrire parfaitement le mouvement du système solaire. Donc il n'y a plus de monde sublunaire. Tous les mouvements ont la même origine. C'est-à-dire que ces lois, elles s'appliquent sur la Terre, elles s'appliquent dans le système solaire, et puis après, on voit qu'elles s'appliquent dans tout l'univers. Les lois de Kepler sont démontrées, donc elles ne sont pas juste des lois qui sortent des données, elles ont une base physique. Les mouvements des planètes sont décrits avec une précision extrême. On peut notamment prédire le retour des comètes. Ça, c'était un grand succès du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on a décidé de tester les lois de Newton. Et on comprenait maintenant que les comètes, c'était des astres qui, comme les planètes, tournaient autour du Soleil, mais sur des elliptiques beaucoup plus allongées. Donc on regardait historiquement les trajectoires des comètes anciennes, et en calculant les forces exercées sur elles, on prédisait leur nouveau passage, et la vérification de ces passages a été une des confirmations magistrales de la loi de Newton, qui était la nouvelle mécanique et la nouvelle description du cosmos. Alors après tout ça, je ne vais pas rentrer dans la suite, hein, je voulais vraiment vous décrire le passage de l'astronomie de l'Antiquité descriptive, mais descriptive qui ne marchait pas bien, à une astronomie physique qui, à partir de quelques hypothèses, est capable de prédire et de décrire le comportement de l'univers. Alors après, tout ça sera bouleversé par Einstein, qui va dire que la loi de la gravitation, elle n'est pas comme ça, c'est plus compliqué que ça. Mais voilà cette période, la révolution scientifique du XVIe, XVIIe siècle. Voilà.